Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie du sang liée à un défaut de synthèse de l'hémoglobine qui va déformer les globules rouges. Les globules rouges normaux sont plats, ronds et souples. C'est eux qui vont transporter le fer et l'oxygène dans tout le corps à travers le sang. Et donc ils sont souples pour leur permettre de passer dans tous les vaisseaux sanguins aussi petits. Sauf que le globule rouge drépanocytaire est cassé, déformé, dur, ce qui fait que parfois ça va se coincer dans la circulation sanguine et provoquer ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives, donc de grosses douleurs qui vont empêcher aux organes de recevoir le fer et l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. La drépanocytose est donc une maladie chronique, donc ça veut dire que c'est une maladie lourde et contraignante au quotidien. C'est une maladie qui va provoquer de la fatigue chronique, donc faire qu'une personne est tout le temps fatiguée, mais également de grosses douleurs, comme je vous l'ai dit plutôt avec les crises vaso-occlusives ou d'autres douleurs en général. C'est également une maladie qui va créer des complications et certaines de ces complications peuvent être carrément d'autres maladies. Par exemple une ostéonécrose de la tête fémorale, une rétinopathie, une protéinurie, ce genre de choses. Des choses qui vont accompagner le quotidien d'un drépanocytaire. Ça peut également causer de lourds problèmes respiratoires, de grosses douleurs osseuses, et donc tout ça, ça va demander des traitements. Il va y avoir un traitement de fond, donc des médicaments à prendre au quotidien, ou par exemple des transfusions à une certaine régularité. Ça va dépendre vraiment du cas par cas. Et pour traiter les complications, il va y avoir des traitements un petit peu plus spécifiques et ça va être des traitements ponctuels. Ça peut être des médicaments, ça peut être par exemple des séances de laser pour les yeux, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus invasif qu'on va aller faire à l'hôpital ou des soins qu'on peut avoir à domicile, par exemple une machine à oxygène, ce genre de choses. Et donc pour surveiller un petit peu tout ça, il va y avoir un suivi médical très méticuleux. Ça va être des examens, des consultations classiques avec son médecin, avec prise de sang, examen d'urine, etc. Mais ça peut être aussi des examens pour prévenir ou pour surveiller d'éventuelles complications. Et ça va être un petit peu plus invasif dans ce cas-là. Par exemple des dopplers transcrâniens, des polysomnographies, des IRM avec injection de produits de contraste, des explorations fonctionnelles respiratoires, des explorations fonctionnelles rénales, des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes. Et tout ça dès l'enfance parce que généralement c'est une maladie qu'on diagnostique lors de la première crise et très souvent cette première crise a lieu lorsqu'on est enfant parce que c'est une maladie génétique, donc par définition on est avec, c'est dans nos gènes, c'est une histoire de chromosomes, d'allèles, etc. De plus, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, mais c'est une maladie qui est extrêmement méconnue, notamment à cause des populations touchées, puisque c'est une maladie qui est majoritairement touchée par les populations d'Afrique subsaharienne, mais également du Maghreb, de la péninsule arabique, de l'Inde et de toutes les populations un peu en Amérique latine par exemple, ou les Afro-Américains. Et les Européens qui vont être touchés, ça va plus être ceux du pourtour de la Méditerranée, donc au niveau de la Grèce, du Portugal, ce genre de choses. Mais ça n'exclut pas du tout les autres populations et si elle est aussi méconnue cette maladie, c'est à cause de la sensibilisation qui est assez faible, en tout cas à grande échelle et même à des échelles plus petites. En fait c'est assez difficile pour une personne qui vit ça au quotidien d'en parler. Ça demande beaucoup d'efforts et il y a également un manque au niveau du dépistage puisque c'est une maladie héréditaire qui se transmet de parents à enfants et plus précisément une maladie autosomique récessive. Je sais, je dis des mots compliqués, attendez, j'essaie de vous expliquer de manière un petit peu plus simple. En fait, pour avoir un enfant complètement malade, en tout cas avec la forme la plus grave de la maladie, c'est que cet enfant est SS et qu'il a reçu un gène S de ses deux parents. Donc un gène S de son papa, un gène S de sa maman. Mais les parents porteurs du gène S en question ne sont pas toujours conscients qu'ils sont porteurs de ce gène-là parce que eux, la plupart du temps, ne manifestent pas la maladie. Un parent AS peut toute sa vie être en très bonne santé,
ne pas soupçonner du tout qu'il transporte le gène d'une maladie grave et qu'il peut transmettre ça à son enfant, n'est pas du tout conscient qu'il est porteur de ce gène puisque lui se porte très bien, ou alors a peut-être certains soucis de santé mais n'a jamais été diagnostiqué, ne s'est jamais fait dépister et donc n'est pas conscient qu'il est porteur d'un gène qui peut rendre son enfant très très malade. C'est pour ça qu'il est très important de se faire dépister, qu'on ait des soucis de santé ou pas, qu'on puisse savoir en fait ce qu'on porte en nous et ce qu'on peut potentiellement transmettre à nos enfants et ce que aussi la personne en face de nous, notre conjoint, peut porter à l'intérieur de lui et peut transmettre aux futurs enfants éventuels. Donc le test pour se faire dépister, pour savoir si on est porteur d'un gène, d'un trait drépanocytaire, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. En faisant ce test-là, donc, on est capable de savoir si on risque ou pas de transmettre à ses enfants une maladie grave et surtout un handicap assez lourd. Puisque oui, la drépanocytose est un handicap et plus précisément ce qu'on appelle un handicap invisible, puisque la plupart du temps ça ne se voit pas. Beaucoup de personnes drépanocytaires ne sont pas en fauteuil roulant, n'ont pas de béquilles, ce genre de choses. Et il faut retenir que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Ce qui fait que on pense généralement, quand on entend personne handicapée, on va penser à un fauteuil, on va penser à des béquilles, on va penser à un handicap vraiment qui va être lourd et visible physiquement, alors que c'est pas du tout le cas au quotidien. 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Donc ça va être des personnes, par exemple moi, j'ai jamais été en fauteuil roulant, j'ai jamais eu de béquille, mais quelquefois j'ai du mal à tenir sur mes deux jambes. J'ai eu une grosse complication au niveau des jambes. J'ai souvent été paralysée à cause de mes jambes, j'ai souvent été hospitalisée à cause de mes jambes et j'ai souvent dû réapprendre à marcher suite à ces hospitalisations là, mais j'ai jamais eu de béquille, j'ai jamais été en fauteuil roulant. Et quand on me voit, on peut difficilement deviner que j'ai du mal quelquefois à tenir debout sur mes deux jambes, à me servir de mes deux bras. En fait, vu que tu as l'air complètement sain, complètement normal, les personnes autour de toi attendent que tu fonctionnes comme elles attendent, que tu aies autant d'endurance, que ce soit pour le travail, les activités, etc. Mais tu n'as pas du tout la même endurance parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la fatigue chronique, elle est pesante au quotidien. Tous les jours de ma vie, je suis épuisée. Quand tu es une personne avec un handicap invisible, tu n'as pas l'usage de ton corps comme tu le voudrais, mais les personnes autour de toi pensent que tu as l'usage de ton corps comme eux l'ont et du coup que tu dois suivre en fait le même rythme qu'eux alors que c'est complètement impossible. Tu peux finir à l'hôpital à peu près n'importe quand parce que une complication peut surgir de n'importe où. Tu peux avoir une grosse douleur comme ça d'un coup qui va sortir de nulle part, qui va complètement te paralyser, qui va t'empêcher de respirer, toutes ces choses là, tu vas devoir atterrir aux urgences, peu importe où tu te trouves, dans les transports, au travail, à l'école, dans la rue, ça prend à n'importe quel moment. Donc, au quotidien, c'est quelque chose d'assez lourd à porter. Une tâche banale, classique pour une personne en bonne santé, ça peut être un calvaire, mais vraiment un calvaire pour une personne drépanocytaire. L'endurance, donc avec la fatigue, avec les douleurs, etc. C'est compliqué en fait de suivre le rythme tout simplement. Et c'est une maladie qui est quasi incurable parce que le seul moyen de guérir, c'est la greffe de moelle osseuse et c'est un processus très très compliqué qui ne fonctionne pas toujours et tout le monde n'est pas éligible. À l'heure actuelle, très peu de personnes peuvent être guéries de la drépanocytose. Et la drépanocytose, c'est 300 000 naissances par an dans le monde. Donc ça fait des centaines et des centaines de milliers de personnes qui vivent avec ça au quotidien. Qui vivent donc avec toutes ces contraintes et qui notamment peuvent perdre la vie puisque c'est une maladie grave. Et par définition, une maladie grave, c'est une maladie qui met en jeu constamment ton pronostic vital. On va pas terminer cette vidéo sur des notes aussi morbides. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec la drépanocytose au quotidien? C'est premièrement de l'acceptation. Accepter que quand j'ai trop mal, je dois savoir dire stop et m'arrêter. Dire à mon entourage quand je suis entourée, écoutez les gars, là moi je ne peux pas, je suis arrivée à ma limite, je ne peux pas suivre le rythme, donc savoir s'arrêter, que ce soit à l'école, au travail, aller à l'hôpital quand tu en ressens le besoin, quand la crise est trop grosse, trop forte, quand les médicaments à la maison ne suffisent plus,
quand les antidouleurs à la maison ne sont plus assez forts, quand tout ce que tu peux faire de toi-même ne suffit plus, bah t'as pas le choix de te rendre à l'hôpital et juste accepter ton état et ne pas te laisser mourir, quoi. Donc avoir de la patience envers soi-même et ceux qui nous entourent, le milieu, les personnes, le contexte qui nous entoure, prendre correctement ses traitements, son traitement de fond, faire correctement ses soins, aller à ses rendez-vous médicaux, etc. Avoir un mode de vie sain, parce que ça compte énormément, une alimentation, un sommeil, etc. Vérifier, en fait, surveiller son contexte de vie tout simplement, qu'il soit le sain possible pour limiter les crises, pour limiter les facteurs de risque de crise, de complications, etc. Donc surveiller tout ce qui se passe dans son quotidien, se couvrir quand il fait trop froid, éviter de sortir sous la pluie ou quand il fait trop froid, parce que la pluie, le froid, en fait la météo tout simplement, c'est un facteur de risque. Qu'il fasse trop chaud ou trop froid, bah tu peux atterrir à l'hôpital parce qu'il y a une goutte de pluie qui t'est tombée dessus, mais littéralement, genre la drépanocytose, c'est ça. Ça peut être également quelque chose de lourd psychologiquement. Et pour faire face à ça, bah, parfois il faut savoir se faire aider, savoir se faire accompagner et surtout je dirais, trouver quelque chose qui nous redonne le goût de vivre, la joie de vivre, quelque chose auquel s'accrocher tout simplement quand ça va pas ou même quand ça va plutôt bien, mais avoir une raison de vivre tout simplement pour surmonter tout ça, parce que avoir une maladie chronique, bah, c'est un long périple, c'est pour une vie, mais il faut toujours trouver le moyen de s'accrocher, parce que aussi difficile que la vie puisse être, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être arrivé jusque là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-les moi en commentaire ou également sur Instagram, vous pouvez m'écrire en privé. Et je répondrai à toutes ces questions-là sur une autre vidéo. Je ferai une partie 2 de manière un petit peu plus personnelle sur mon vécu. Vous pouvez me poser des questions sur mon diagnostic, ce genre de choses. Et j'y répondrai volontiers dans une deuxième partie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.